ERES, société de conseil et de gestion indépendante, spécialiste en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié. Bonjour à tous. Durant la période particulière que nous venons de connaître, les éditions Francis Lefebvre, les éditions législatives et Francis Lefebvre e-Compliance ont fortement accompagné la profession des experts comptables par l'ouverture de nos fonds et de nos services pour vous aider au maximum tant les évolutions réglementaires ont été abondantes. Notre volonté, vous accompagner dans le développement de vos missions comptables, fiscales, sociales, juridiques, audit et gestion de patrimoine, tant sur le plan de nos fonds numériques que sur nos outils de simulation et nos offres logicielles. Et ce, à travers nos 3 maisons. Les éditions Francis Lefebvre, bien entendu, sur l'ensemble des missions, les éditions législatives, particulièrement sur toute la partie sociale, et enfin Francis Lefebvre e-Compliance pour ce qui relève des outils de contrôle de conformité. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre stand virtuel pour échanger et partager ensemble. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité. Nous sommes un lien. Un lien entre les gens. Un lien de confiance et de solidarité. Mais aussi et surtout, un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 3e plénière de ce premier congrès virtuel de la profession des experts comptables. Lundi, on évoquait l'indépendance numérique de la profession. Hier, c'était l'école de la profession. Voilà 2 sujets qui figurent dans le programme ECF en vue des échéances de novembre prochain. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la conception du rôle des institutions ordinales, en tout cas la conception ECF de ce rôle des institutions. Et pour aborder cette thématique très difficile, très complexe, parfois aride sans doute, je suis bien entouré puisque j'ai les représentants d'à peu près la moitié de la profession à côté de moi, puisque Odile Dubreuil, la présidente de l'Ordre Rhône-Alpes, qui réunit 2200 experts comptables, est là. Bonsoir à vous, Odile. Bonsoir. Elle est à côté d'Hubert Tondeur, le président de l'Ordre Lille-Nord-Pas-de-Calais, 1150 professionnels. Bonsoir Hubert. Bonsoir Gabriel. Laurent Benoudiz, l'incontournable président de l'Ordre d'Île-de-France, qui traîne avec lui 6000 professionnels du chiffre et du conseil. Et puis Lionel Canesi, le président de l'Ordre de la vraie capitale, Marseille-PACA, 2000 professionnels. Lionel Canesi, candidat de la liste fier d'être expert comptable en vue de la présidence au Conseil supérieur en novembre prochain. Merci à vous de nous consacrer ce moment. Je précise que vous pouvez nous poser des questions en utilisant l'onglet qui est en bas de la page que vous êtes en train de regarder. Première question que j'ai envie de vous poser, s'interroger sur le rôle des institutions ordinales. Est-ce que ça n'est pas un petit peu à contre-courant du mouvement actuel? On est dans un mouvement de déréglementation, de désintermédiation, comme dirait Hubert Tondeur. On est dans un mouvement dominé par l'école libérale qui dit tout ça, ça sert à rien. Lionel Canesi, est-ce que vous considérez à ECF que ces institutions ne servent à rien? Nous, on considère que les institutions ont un rôle à jouer essentiel à condition qu'elles se rendent compte que ce qui est important, c'est l'utilité de l'institution pour la profession. C'est pour ça qu'on a une vision, et on en parlera un petit peu tout à l'heure, sur le rôle du Conseil supérieur et le rôle des conseils régionaux. Je pense que nos conseils régionaux ont prouvé dans cette période leur utilité en étant à disposition des confrères, en étant force de proposition auprès des pouvoirs publics et en montrant ce qu'est notre profession. Quelque part, c'est nous, les élus de la profession,
qui faisons nos institutions. Est-ce que nous sommes à la hauteur de notre profession, de son utilité réelle envers l'économie? C'est ça le débat et c'est ça le sujet. Est-ce que l'institution doit juste être là pour gérer le régalien ou est-ce que l'institution doit dépasser ce rôle? On est convaincu dans cette table ronde que l'institution doit dépasser le rôle et que l'utilité de l'institution, c'est ça qui est capital, l'utilité à la profession. Voilà. Ça doit être ça notre leitmotiv. La seule chose qui doit nous intéresser, c'est être utile. Moi, j'aime une phrase qui était prononcée par un ancien président du Conseil Sup ECF, qui était servir et être utile. Voilà, c'est ça notre objectif. Alors, l'utilité des choses, elle se révèle souvent en partant de crise et dans les différents rendez-vous depuis le début de ce congrès numérique, on a des exemples concrets. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les actions que vous avez menées les unes et les autres dans vos CROEC respectifs et qui a été déterminante dans la période chahutée? Odile Dubreuil. Oui, alors nous avons véhiculé l'image de la profession à travers la presse. Donc j'en veux pour exemple tous les retombées de presse que nous avons eues. Nous avons alerté tous les médias lorsque nous avions des imprécisions de texte. Nous avons participé à une cellule de crise 2 fois par semaine avec tous les acteurs économiques et politiques de la région, ce qui nous a permis là aussi de faire avancer des choses au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et parallèlement, tous les jours, nous envoyons à ce moment-là un mailing à l'ensemble de la profession. On a quand même 2200 experts comptables, 12 000 collaborateurs, des chefs d'entreprise. On a envoyé des mailings d'information, on a envoyé des mailings de soutien psychologique parce que ce n'était pas du tout évident de traverser cette phase. Et je crois que vraiment, sincèrement, le Covid a peut-être un effet positif, c'est celui de nous avoir reconnus en tant qu'institution. Et là aussi, j'en veux pour preuve tous les témoignages que l'on a reçus des experts comptables, mais aussi de leurs équipes, des chefs d'entreprise. Et on est enfin devenu, dans l'image, je dirais, du grand public, l'expert plutôt que le comptable. Pendant le confinement, vous êtes en train de dire que vous avez tous démontré le rôle central que vous teniez auprès des chefs d'entreprise, mais aussi auprès de vos confrères. Décrypter les textes, ça a été un des enjeux, Laurent. Je rebranche le micro. Bonjour. Oui, en fait, quand on parle des institutions, il faut qu'on fasse la distinction entre le conseil régional et le conseil supérieur. Et à mon sens, il faut revenir au texte de base, qui est quand même l'ordonnance de 45, qui définit en fait les missions des uns et des autres. La mission du Conseil Sup, c'est d'organiser le congrès. Cette année, ça va être un congrès virtuel, un peu comme celui de CF, mais c'est aussi d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics. Et là, on attend beaucoup du président du Conseil supérieur en termes de lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître la profession. En région, notre job, ça consiste à administrer et à gérer les 6 000 experts comptables en ce qui concerne l'Île-de-France. Et là, on a tous fait un job absolument incroyable. Hubert, Lionel, Odile, dans les régions, c'était quelque chose de stupéfiant. On a imaginé des webinars. C'était une idée d'Hubert que moi j'ai reprise à Paris avec des scores en termes de vision incroyables. Nous, on a lancé Appel à un expert, une plateforme qui répondait en fait aux inquiétudes des chefs d'entreprise qui n'avaient pas d'expert comptable. On a été beaucoup soutenus pour ça par les pouvoirs publics. On trouvait que l'idée était originale, la région, le préfet, enfin voilà, tout le monde nous a félicité là-dessus. On a évidemment beaucoup communiqué pour décrypter les mesures. Et là, on s'aperçoit en fait que le conseil régional a une véritable utilité pour les cabinets indépendants. C'est-à-dire que quand vous êtes un grand cabinet, vous avez au sein de vos équipes des spécialistes du social, des spécialistes du fiscal, des gens qui ont du temps pour en back-office faire les recherches, le détricotage, les explications, les formations. Mais quand vous êtes tout seul, vous avez les clients toute la journée au téléphone, vous avez vos collaborateurs qui viennent vous voir, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le soutien du conseil régional dans le décryptage, dans l'accompagnement quotidien au plus près du terrain, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Et donc le conseil régional est le premier réseau en vérité des experts comptables indépendants. Hubert Tonder, la région Lille-Nord-Pas-de-Calais n'a pas été en reste dans les initiatives, il y en a eu beaucoup aussi.
Oui, bah après, on va tous un peu se répéter parce qu'on a eu tous ces webinaires qu'on a mis en place, ces participations dans les comités de crise qui ont été souvent initiés par les préfets avec l'ensemble des partenaires. Nous, en complément, on a travaillé avec la Fédération régionale des banques pour créer un dossier spécifique pour le PGE. On a eu cette idée aussi de trouver des masques et de faire en sorte qu'on puisse acquérir des masques localement. Donc, on a même envoyé à la Martinique d'ailleurs, parce qu'on avait un petit stock pour eux, en Champagne aussi d'ailleurs, 200 masques. Mais effectivement, l'intérêt de l'institution, et Laurent a tout à fait raison, de dissocier la partie, je dirais, locale au plus près des confrères de la partie nationale qui devrait ou qui est plus un rôle auprès des pouvoirs publics, de faire valoir ce qu'est l'expert comptable et notre importance à travailler avec eux dans les textes et nous à les décrypter, à les expliquer. Et nous, je dirais, on avait mis aussi sur l'idée de Laurent une ligne pour les personnes qui n'avaient pas d'expert comptable, qui a eu son petit succès, et surtout des réponses aux questions des experts comptables. Et on est monté à 200 questions. Il y a une journée, on a eu 200 questions, 200 mails d'experts comptables qui nous posaient des questions pour une population de 1150 experts comptables, ce qui est totalement énorme finalement. Et en moyenne... Ça répondait à un vrai besoin. Ah bien sûr. Et je dirais que j'ai eu toute une série de mails de remerciements pour l'équipe qui a mis en place ce travail localement. Mais je dirais le mail, et pour aller dans le sens de ce que disait Laurent, le mail je ne vais pas dire qui m'a fait le plus plaisir, mais qui est vraiment évocateur. C'est un confrère qui est dans un cabinet plutôt structuré, plutôt d'envergure nationale et internationale, qui recevait les mails, hein, comme tout le monde évidemment, et qui nous a remercié d'avoir fait tout ce travail en nous expliquant que oui, chez lui, il avait tout ce qu'il fallait à demeure, mais que tout ce qu'on avait fait pour tous les autres, c'était génial parce que finalement, on voyait bien l'utilité de nos cotisations lorsqu'on se mettait à faire ce travail, je dirais de consultant finalement, hein, de consultant, de conseil de nos propres membres. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire, les uns et les autres, que finalement, un ordre national doit d'abord avoir une vision, non pas jacobine, mais girondine? La décentralisation, c'est sans doute l'un des premiers points que vous avez envie de défendre lorsqu'on vous parle de la vision que vous avez du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Lionel Canesi. Oui, ben c'est évident. On n'a pas une vision iconoclaste de la profession. Si on compare avec l'organisation politique de notre pays, le fait de centraliser toutes les décisions dans un même lieu à Paris fait qu'il y a moins d'agilité dans les régions. Dans les régions, on connaît nos problématiques, donc on est capable de s'adapter très vite. Si on regarde cette crise du Covid, dès le 13 mars, on a créé dans nos 4 conseils régionaux une cellule de crise, une cellule de veille. On avait 3 objectifs parce qu'on connaît les besoins de la profession et le rôle de notre institution. La première définition, la première règle qu'on s'est mis, c'est décrypter les textes. Donc, mes collègues l'ont bien rappelé, on avait des textes qui sortaient au début tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, on était pris, nous, quelque part en étau entre le tweet du ministre ou la prise de parole du ministre et le client. Et le client qui était dans une situation très compliquée, très anxiogène, comment je paye mes salariés, comment je vais vivre. Et nous, on était au milieu, donc il fallait qu'on fasse ce travail de décryptage pour que l'ensemble des experts comptables, qui ont eu un rôle extraordinaire dans cette crise, les 22 000 experts comptables, on ne le dit pas assez, ont été extraordinaires de dévouement auprès de leurs clients et la plupart du temps bénévolement. On voit que notre métier est un métier de passion et les experts comptables ont été extraordinaires dans cette période. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que chaque expert comptable n'ait pas à faire ce travail de décryptage. On l'a fait pour eux. La deuxième partie, c'était de faire des propositions. Et ça rejoint la table ronde de demain sur l'expert comptable au cœur de l'économie. Notre rôle, c'est chaque fois qu'il y a des lois, c'est de les analyser, de les critiquer, c'est de faire des propositions pragmatiques. Ça, c'est très important. On l'a tous fait, on a fait bouger pas mal de sujets, que ce soit sur les PGE, que ce soit sur l'activité partielle, que ce soit sur le FSE, on a été écoutés. Et à chaque réunion de crise, moi je vois par exemple dans la région PACA, on me donnait la parole très vite et on disait les experts comptables, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que vous avez des propositions à faire? Et on était toujours écoutés parce que voilà, on arrive avec notre expérience de chef d'entreprise. Puis il y avait un troisième sujet qui était celui de la communication. On crée des relations avec les journalistes locaux, des relations de confiance, donc on est capable de faire de la communication. Au début, on appelle les journalistes, maintenant c'est les journalistes qui nous appellent, donc ça veut dire qu'on est identifié comme les sachants, comme ceux qui sont capables d'avoir des positions pragmatiques sur les sujets. Voilà, alors on va développer tous ces points évidemment, mais je voudrais qu'on revienne sur le volet décentralisation. Donc vous dites d'abord, l'institution doit être décentralisée, mais alors comment s'articule la relation entre le national et les régions? Quelle est la mission de l'un par rapport aux autres? C'est pas compliqué. Notre vision, c'est le Conseil supérieur a 2 missions essentielles. La première mission, c'est le lobbying auprès des pouvoirs politiques et auprès de l'environnement économique.
communiquer sur ce qu'est l'expert comptable et faire du lobbying pour pousser des textes, pousser des mesures, faire des propositions. Moi, je suis halluciné que sur les 3 dernières années, il n'y ait pas eu une proposition qui vienne du national. Les propositions aujourd'hui viennent des régions, et en général des régions qui sont dans cette table ronde. Donc ça, c'est la première, c'est la mesure essentielle, c'est le rôle essentiel du Conseil supérieur. Après, le deuxième rôle, c'est la mutualisation. On a une profession qui, à 90-95%, est faite de cabinets libéraux, de cabinets indépendants. Le Conseil supérieur doit mutualiser des outils et des moyens pour l'ensemble de ces cabinets. Chaque cabinet ne doit pas travailler tout seul. Ça, c'est le rôle du Conseil supérieur. Et après, il y a les conseils régionaux. Laurent l'a très bien dit tout à l'heure, les conseils régionaux, leur rôle, c'est de faire de la proximité. C'est de gérer la profession en proximité. De Paris, on ne connaît pas les confrères. Dans nos conseils régionaux, on connaît les confrères, on connaît les problématiques, on connaît les besoins. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est donner plus de moyens à ces conseils régionaux. On remonte, je pense, trop de cotisations au niveau du national. Et ces régions, il faut leur donner de l'agilité. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'agilité. Jean-Philippe Desbioles disait lundi, c'est pas le gros qui va manger le petit, c'est le lent qui va battre c'est le rapide qui va battre le lent. Il faut qu'on arrive à avoir cette agilité, qu'on devienne des rapides, et c'est dans nos régions qu'on peut le faire. Laurent Benoudi, sur cette relation Paris-Région. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'un expert comptable, dans toute sa carrière, ne va être en relation en vérité qu'avec son conseil régional. Au moment où il va s'inscrire, le tableau, c'est nous, c'est la région. Quand il va prendre un stagiaire, c'est le conseil régional. Quand il va avoir un litige avec un client, c'est le conseil régional. Dès qu'il y a là le moins de sujets, c'est le conseil régional. C'est-à-dire, en fait, on s'occupe de l'expert comptable, de son inscription à sa radiation, à son départ à la retraite. Voilà, à chaque fois, on est l'interlocuteur. Pourtant, lorsque on collecte nos cotisations, on en reverse plus de la moitié. À Paris, 13 millions d'euros de cotisations. Sur les 13 millions, il y en a 7 qui montent au conseil régional. Plus de la moitié des cotisations sont reversées au Conseil supérieur. Et que fait le Conseil supérieur avec ces cotisations? Aujourd'hui, j'en sais rien. Quand Lionel nous dit qu'il faut réduire le poids du Conseil supérieur, il a parfaitement raison. Il faut faire en sorte que les régions aient plus d'autonomie. Pourquoi on a été actifs en région, tous ceux qui sont autour de cette table ronde? Parce que c'est notre nature, ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'on a aussi des grosses régions. Et les grosses régions, elles ont un peu plus de moyens que les petites régions. Les petites régions, une fois qu'elles ont fini de payer le salaire du secrétaire général, des permanents, et qu'elles ont reversé au Conseil sup les cotisations qui ont été appelées aux confrères, il leur reste pas grand-chose en fait pour être active. Donc le véritable sujet, il est là. Il est de décentraliser dans les régions, de redonner aux régions le pouvoir pour qu'elles puissent être le plus efficaces possible. Aujourd'hui, on dédoublonne un certain nombre de choses et on crée des outils au Conseil sup qui sont déconnectés des attentes et des besoins des confrères. Ça n'a aucun sens. Et ce phénomène qui a été mis en place, alors, il s'est accentué sur les dernières années, mais ça date d'il y a un moment, c'est une sorte de dérive monarchique qui fait que le Conseil sup se croit tout puissant. D'abord, à mon sens, en ce qui me concerne, si il y a une chose urgente à faire, c'est changer le nom du Conseil supérieur. C'est le Conseil national. Qu'est-ce qu'il y a de supérieur? Nous, on est les conseils inférieurs et eux, c'est le conseil supérieur. Cette vision de la profession, elle est absolument insupportable. Il y a les conseils régionaux qui gèrent, il y a le conseil national qui doit, comme le dit Lionel, optimiser les coûts, partager, faire en sorte qu'il y ait la coordination régionale, qu'il y ait un moment où toutes les régions se parlent et échangent entre elles, soit beaucoup plus active. Et surtout faire ce job qui est indispensable, qui est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics pour porter des propositions et être présent dans tous les textes de loi. Aujourd'hui, on est complètement insignifiant sur ce sujet. Odile et après Hubert sur cette question des relations entre Paris et les différents conseils régionaux. Alors moi, je rejoins tout à fait mes chers amis qui viennent de parler, dans le sens où, effectivement, pour moi, le Conseil sup, c'est vraiment le représentant au niveau des pouvoirs publics et j'estime que, surtout au début, ça n'a pas du tout été fait. C'est bien pour ça qu'on a été obligé de monter au créneau et faire remonter. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau de la DRFIP, par exemple, leur dire qu'on n'était pas d'accord sur tel texte, qu'on avait besoin de précision, on nous disait passez par le CSO. OK, le CSO ne se bouge pas. Donc, c'est eux-mêmes qui sont remontés au niveau de la DRFIP. Pour moi, effectivement, le CSO aurait dû avoir cette image-là. Et puis ensuite, le CSO doit servir au niveau de l'image de la profession, c'est-à-dire en termes de com. Mais logiquement, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est vraiment ces deux rôles, le pouvoir public et l'image. Ça n'a, à mon avis, pas été suffisant durant cette période de Covid. Et c'est pour ça que nous,
au niveau régional, on a été obligé de monter au créneau. Maintenant, je rejoins vraiment ce qu'a dit Lionel tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, au niveau régional, il est hyper important d'avoir un conseil fort qui en ait les moyens. Parce que nos confrères et consoeurs nous connaissent, ils savent comment on travaille et si on peut, et ce qu'on peut leur apporter, pardon. Je crois que là, il est vraiment, vraiment important qu'on puisse agir. Alors effectivement, c'est sûr qu'en Rhône-Alpes, on a sûrement plus de moyens qu'une toute petite région, on n'en citera aucune, mais c'est clair qu'on a plus de moyens en termes de com', mais il faut que chaque région ait aujourd'hui plus de moyens parce que je crois vraiment à cette régionalisation. Hubert ? Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, évidemment, mais bon, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que notre architecture, elle vient de l'ordonnance de 45. Donc c'est une architecture qui n'a quand même que très très peu évolué depuis 70 ans maintenant. Donc il est clair qu'elle ne correspond plus à l'évolution, ne serait-ce qu'administrative, mais surtout économique de notre pays. Et la décentralisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui, même si ça a 40 ans, qui a clairement été remis sur le tapis de la décision politique avec cette crise du Covid. Parce qu'on voit bien que ce sont les conseils régionaux, en lien notamment avec les préfectures, qui ont réussi à faire bouger les lignes et à faire évoluer les textes. On parlait de textes qui ont évolué parce qu'on a participé à toutes ces réunions de crise. On l'a vu aussi avec les problématiques liées au chômage partiel, où il a fallu que nos conseils régionaux agitent le cocotier pour que ça remonte au niveau national et qu'on se rende compte que plus de 2 tiers des entreprises n'avaient pas les codes et que finalement personne n'allait pouvoir bénéficier du chômage partiel après un premier mois de confinement. Donc, c'est clairement une nécessité. Maintenant, la régionalisation que l'on connaît, c'est-à-dire l'évolution des contours des conseils régionaux, c'est par exemple une bonne chose, puisqu'on va avoir des régions qui vont être naturellement plus grandes, moins de régions, des plus grandes régions. Donc déjà, techniquement, on va être plus en mesure, chacun dans les futures régions à venir, d'avoir les moyens que l'on peut avoir nous dans nos 4 régions, parce que les régions un peu, je dirais, nous on en avait une qui était un peu plus petite, qui était la Picardie, on se regroupe avec l'île Nord-Pas-de-Calais, naturellement on a un effet de masse qui est une action et qui correspond au niveau de la décision politique locale. Donc ça c'est important. Et on parlait de proximité, je dirais que dans la communication, moi j'ai toujours été, mais il y a eu aussi des gouvernances ECF, donc sur la communication du Conseil supérieur sur l'expert comptable. Moi, je crois même que cette communication, elle est locale. En fait, c'est la communication locale qui porte ses fruits et qui fait qu'on est reconnu, comme là on peut l'être en ce moment, et on doit travailler sur la vague, de dire on connaît tous les acteurs locaux, les chambres des métiers, les CCI, les banques, les machins, les trucs. Et la communication, elle est vraiment dans l'intuitu personnel de chaque expert comptable et de l'institution régionale. Moi, je suis à peu près persuadé, mais je peux me tromper, qu'une campagne de communication nationale sur TF1 ou sur je ne sais quel média n'a aucune espèce d'effet sur l'image de l'expert comptable. C'est ce que j'allais vous renvoyer aux uns et aux autres. Visiblement, vous avez un regard assez critique à la fois sur le lobbying qui a été effectué jusque-là et sur la communication qui a été réalisée. Quand même, une campagne de publicité très importante a été lancée, Lionel Canesi. C'est même abracadabantesque, quoi, de dépenser 3 millions d'euros dans une campagne de com alors qu'on a été absent sur des sujets essentiels. Prenons la réforme des retraites. Qui mieux que les experts comptables pour aller sur tous les plateaux télé et dans les médias pour expliquer le rôle à la fois des experts comptables et expliquer cette réforme des retraites. On était les mieux placés. Résultat, 0. Pas un expert comptable sur les plateaux télé pour expliquer la réforme des retraites et ses enjeux. C'était de la com à 0. On montre un expert comptable, son savoir, son expertise. Le Covid. Qui mieux qu'un expert comptable pour expliquer la crise économique, comment passer la crise, comment préparer la reprise. À part ce qu'on a essayé de faire dans nos conseils régionaux, mais comme le disait Hubert, avec la connaissance qu'on a localement, des journalistes, de la presse, de la télé, on était présents, mais pas nationalement. On aurait dû être sur tous les plateaux télé au niveau national et expliquer, faire des propositions. Ça aurait coûté 0. Mais c'est sûr que c'est plus facile de dépenser 3 millions, de dire j'ai fait. Voilà. Je dépense, donc je fais. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est être pragmatique et c'est de toucher les gens. Et si on veut toucher les gens, c'est au plus près et c'est en expliquant ce que c'est un expert comptable aujourd'hui, c'est-à-dire un expert de la TPE-PME, un chef d'entreprise qui fait bénéficier les autres chefs d'entreprise de son expérience. Le jugement est sans appel. Est-ce que vous le partagez, Laurent Benoudi ? Oui, en fait, le problème à la base, il est le suivant, c'est que il y a 2 manières de voir le sujet. Le Conseil Sup aujourd'hui considère que notre problématique à nous, experts comptables, pour développer les missions de conseil et d'accompagnement dont
on nous serine depuis 50 ans que c'est l'avenir de l'expertise comptable, c'est un problème qui est lié à la demande. C'est-à-dire que pour le Conseil Sup, enfin pour la majorité actuellement en place au Conseil Sup, nos clients ne nous ont pas identifiés comme étant compétents sur les domaines autres que la comptabilité et le déclaratif fiscal. Ça, c'est leur analyse. En vérité, quand on regarde les enquêtes qui sont faites auprès des clients, ils sont tous en attente de prestations par les experts comptables. Ils veulent des tableaux de bord, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent de l'aide dans tout un tas de domaines. Les clients sont prêts à nous confier les missions qu'on est prêts, nous, à leur offrir. En vérité, l'effort, il n'est pas apporté en termes de communication sur la demande. Ce n'est pas là où est le problème. Il est apporté au plus près des cabinets, dans la formation des experts comptables, pour leur donner les clés qui leur permettent demain de proposer des missions d'accompagnement et de conseil. Ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, on est sur un modèle économique qui a consisté à faire de la production. On voit des clients qui viennent nous voir, ils ont des obligations légales avec des échéances à respecter. Et ils nous disent, est-ce que tu peux me faire une offre de prestation? Donc, on sait faire ça. On sait mettre en place une organisation au sein de nos cabinets et on sait faire une lettre de mission pour faire un abonnement mensuel avec des TVA, des machins, etc. Mais on ne sait pas vendre des missions d'accompagnement qui sont des missions qui ne sont pas liées à une exigence légale. Il faut être capable d'expliquer quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter. Il n'y a pas de problème de demande. Quand je vois qu'il existe des entreprises qui facturent 500, 600 euros par mois uniquement la fourniture d'un tableau de bord, quand l'expert comptable, lui, facture 150 ou 200 euros le suivi de toute la comptabilité, le déclaratif fiscal et social, je me dis qu'on est à côté de notre marché. Donc cet enjeu-là, il est déterminant. Mais ce n'est pas en faisant de la communication institutionnelle dans les médias qu'on va résoudre le problème. C'est en proposant au cabinet un accompagnement très proche pour leur permettre de passer ce gap. C'est compliqué. À Paris, on a innové sur ces 3 dernières années en proposant une formation à la fois en ligne et en présentiel qui s'appelle e-expert, cap sur la performance. Il y en a 150 confrères qui l'ont suivi. Les 150 ont eu leur vie transformée. Voilà. C'est-à-dire qu'avant et après, c'est plus le même cabinet. Et ensuite, la plus grosse difficulté, c'est d'entraîner les collaborateurs. Et pour ça, alors, on a aussi construit des formations qui s'appellent e-call, qui permettent d'expliquer à un collaborateur comment on passe de la production à l'accompagnement d'un client. C'est un enjeu qui est essentiel et déterminant. L'effort, il est apporté à ce niveau-là, et pas dans les 3 millions de communications qui ne vont donner aucun euro de chiffre d'affaires à quiconque. S'il y a un expert comptable qui m'appelle, qui me dit grâce à la pub j'ai récupéré un client, honnêtement je suis prêt à m'excuser et à dire que je me suis trompé. Donc vous ajoutez une mission finalement dans la vision que vous avez du Conseil Sup, c'est accompagner vos confrères dans leur développement et dans leur adaptation aux nouvelles donnes du marché. C'est bien ça, Hubert? Oui, non, mais c'est tout à fait ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, Laura a tout à fait raison. Le problème, c'est le problème de l'offre, en fait. Il faut que les cabinets qui évoluent dans un monde qui est extrêmement évolutif soient adaptés. On a, et je ne suis pas systématisé, mais on a aussi une profession qui a une 50aine d'années, et j'en fais partie, donc je peux le dire facilement, une 50aine d'années de moyenne d'âge. Donc, si on prend les avocats, alors qu'ils sont plus nombreux, qui ont d'autres problèmes, ils ont une moyenne d'âge qui doit être autour de 37 ans ou 38 ans. Donc, il faut qu'on fasse évoluer. Et on a une activité qui est, je dirais, diluée au travers de nos collaborateurs, parce qu'on leur délègue une partie des activités. Donc, on a besoin de se repenser, nous, en tant qu'experts comptables, on a besoin de repenser notre organisation de cabinet, on a besoin de repenser aussi l'action et l'intervention de nos collaborateurs. Et donc, effectivement, le Conseil supérieur doit porter une espèce de communication institutionnelle, doit porter aussi peut-être un message national, peut-être léger, mais doit le porter. Par contre, on doit concentrer 90% des ressources mutualisées, qui sont les ressources de nos cotisations, pour former les gens dans les cabinets, pour les aider à se structurer, à s'organiser. Parce que demain, on ne va pas disparaître en tant qu'expert comptable, parce que je pense que la plupart des experts comptables vont réussir à se redévelopper ou à se développer sur de nouveaux marchés. Mais par contre, c'est nos cabinets. Nos cabinets, il faut les repenser. Et Laurent a tout à fait raison, il faut le repenser au travers d'actions très importantes. Et ces 2 millions ou 3 millions d'euros auraient dû être utilisés à former, mettre des plans de formation. Moi, aujourd'hui, je suis scandalisé parce que dans notre région, tous les experts comptables peuvent faire toutes leurs obligations de formation gratuitement.
ce qui ne nuit même pas au chiffre d'affaires de notre organisme de formation, mais ils peuvent faire toute leur formation gratuitement. Ce n'est pas une obligation, par exemple, une formation. Moi, ça me paraît complètement dingue de penser la formation comme une obligation. Quand on fait du conseil, puisqu'on nous dit vous faites du conseil, c'est quoi votre méthode pour toujours faire du conseil et être au top en dehors de vous former? Moi, il faut m'expliquer, hein. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Donc ça ne peut pas être une obligation, en fait. C'est une nécessité. Et une nécessité, ce n'est pas une obligation. Hein. Lionel Canesi. C'est un investissement. C'est un investissement, tout à fait. Non, mais on est complètement d'accord. Il faut vraiment qu'on arrive à organiser nos institutions pour être le plus proche des experts comptables. On est au service des experts comptables. C'est ça le rôle des institutions. Le Conseil supérieur, porte-devant, maintenant, ne peut pas s'occuper de la proximité. Il peut impulser. Il faut qu'on rende aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une coordination des présidents qui ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on rende ces lettres de noblesse à cette coordination des présidents. Elle doit être force de proposition. Beaucoup de choses doivent venir de cette coordination parce que les présidents sont au contact à la fois des experts comptables et de l'environnement économique. Et donc voilà, il faut qu'on mette en valeur cette coordination et pas que ça soit juste une chambre d'enregistrement ou de discussion. Donc il y a vraiment des sujets importants pour notre profession. Il faut qu'on réforme le fonctionnement de nos institutions et qu'on ait un mode de fonctionnement moderne. Ça n'est pas un sujet très sexy. Donc, comme vous venez, réformer des institutions, ça n'a jamais suscité l'adhésion des confrères. Oui, mais il y a quand même un volet, je dirais, utilité, parce que, comme le rappelait Laurent, la majeure partie des cabinets sont quand même des cabinets, je ne vais pas dire, ce sont des cabinets individuels, avec finalement peu de personnel, qui ont peu de moyens. Et c'est justement, moi qui suis un grand libéral quand même, je peux quand même penser que c'est cette mutualisation de moyens, parce qu'on cotise tous, qui va faire qu'on va tous s'améliorer et que tout le monde va profiter et qu'on reste une profession qui reste une profession organisée. Parce que si on perd ce lien-là, demain, on n'a plus aucune raison d'être une profession organisée et d'être une profession qui a une prérogative d'exercice. Hein. Donc il ne faut quand même pas oublier que c'est un peu le fil d'Ariane qui nous lie tous. Hein. Vous venez de dire que la profession était essentiellement composée de petits cabinets, voire même d'indépendants. Est-ce que je m'attendais à ce que vous soyez un petit peu plus engagé sur la vision de l'ordre au niveau national qui défend aussi bien le petit que le gros? Et là, jusqu'à présent, vous n'avez pas évoqué du tout cette mission. C'est une vision qui est dans notre ADN. Nous, notre rôle, pour nous, c'est le conseil régional et le conseil supérieur, il doit travailler pour l'ensemble de la profession. C'est pas mettre les gros contre les petits. Les gros cabinets n'ont pas besoin des institutions, ils ont les moyens. Les petits cabinets, les cabinets libéraux n'ont pas cette capacité. Et donc c'est là où l'institution doit jouer ce rôle. Et notre institution aussi, elle doit avoir un rôle essentiel qu'elle n'a malheureusement pas joué dans cette crise, c'est celle de se faire respecter, celle de faire respecter la profession. Moi, j'ai un adage que je place régulièrement qui est « être à l'ordre, ce n'est pas être aux ordres ». Et je crois que c'est très important qu'on arrive à se faire respecter. Quand on voit qu'un ministre de l'économie, dans cette crise, a remercié la plupart des professions et qu'il a oublié les experts comptables. Alors quelque part, on va dire, c'est pas grave, on a eu la reconnaissance de nos clients et c'est le plus important. Le plus important, c'est notre utilité à nos clients. Mais quand même, il faut être capable à un moment donné de se faire respecter et de dire au ministre, monsieur le ministre, vous avez vu tout ce que les experts comptables ont fait. Mais peut-être parce qu'ils ne voient pas ce que font les experts comptables, parce qu'à Paris, il ne se passe rien, à part dans le conseil régional de Laurent. Donc c'est là, voilà, il faut vraiment qu'on avance sur ces sujets, parce que je crois que c'est capital pour notre profession. Et aujourd'hui, les professionnels, on ressent ce besoin aussi de se faire respecter. Et il va falloir qu'on porte aussi cette politique d'être capable de dire, voilà, nous les experts comptables, on est capable de vous apporter aux politiques des solutions, mais par contre, si vous nous marchez dessus, on va se lever et on va être en face de vous parce qu'il est hors de question que ça se passe comme ça. Et si je peux me permettre sur ce sujet, aujourd'hui, moi je reçois depuis quelques semaines, je commence à recevoir plein de mails de confrères qui sont dans des cabinets comme le mien, plutôt des petits cabinets, parce que leurs clients aujourd'hui font l'objet de contrôle de la directe sur le chômage partiel. Et donc, la directe, évidemment, indistinctement, va contrôler des grandes entreprises, mais des petites entreprises. Les grandes entreprises sont tout à fait aptes, dans leur structuration, à accueillir des contrôleurs et à les gérer en ce moment. Les petites entreprises qui subissent de plein fouet, comme les autres, mais qui subissent de plein fouet, et peut-être encore un peu plus fort que les grandes entreprises de la crise, qui sont en train de terminer pour certaines des déclarations et qui sont totalement sous l'eau parce que leur personnel a un petit peu de mal à revenir, l'expert comptable qui doit se débrouiller avec tous ses clients et aussi ses collaborateurs qui ont un petit peu de mal à revenir au boulot, là, c'est un peu compliqué d'accompagner nos clients en ce moment. Et là, aujourd'hui, il serait bienvenu qu'on dise, peut-être que, certes, il faut contrôler, parce que c'est tout à fait normal, les entreprises ont bénéficié d'une aide d'État, mais peut-être que si on pouvait faire ça en septembre, ou en tout cas pour les plus petites entreprises, ne pas le faire maintenant,
où on est en pleine période où on essaye de redynamiser l'économie avec nos clients, de finaliser les déclarations et avec une période de congé qui arrive, c'est très très compliqué. Et encore une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion avec les pouvoirs publics sur le sujet pour dire quel est le tempo des vérifications qui doivent être faites, parce qu'elles doivent être faites, hein, mais quel est le tempo de ces vérifications. Et c'est dans ce cadre-là que doit intervenir très clairement le Conseil supérieur. Parce qu'au niveau local, ils reçoivent aussi des directives nationales. Donc on comprend aussi que ces organisations ne peuvent pas agir à l'encontre des directives nationales, même si elles ont un peu de souplesse parfois. Alors moi, je vais rebondir exactement sur ce que vient de dire Hubert, puisque j'ai eu le même problème cette semaine, des remontées de confrères qui n'étaient vraiment pas contents. On a des équipes qui sont déjà extrêmement fatiguées. Donc, il a fallu que je prenne mon téléphone, que j'appelle le directeur de la Direct Auvergne-Rhône-Alpes, qui essaye de faire remonter le problème au niveau national. Je sais donc, Hubert, tu as dû faire la même chose à ton niveau. Peut-être que Laurent et Lionel aussi, mais c'est extrêmement pénible d'être obligé chaque fois de prendre son bâton de pèlerin, de le faire, alors que normalement, c'est une action qui devrait être portée par le CSO. Là encore, je rejoins complètement Hubert, ce que j'ai dit dans mon mail, dans mes écrits et ce que j'ai dit à l'oral, c'est que nous, on ne refuse absolument pas le contrôle, mais laissez-nous du temps. On est complètement bloqué par le temps. Et en particulier, justement, parce que de nombreux cabinets sont des petits cabinets, des moins de 10. Bien sûr. Alors, ouais, alors juste pour revenir un peu en arrière, quand tu dis, Gabriel, que il faut qu'on défende le gros et le petit. Moi, je pense que le gros, très honnêtement, il n'a pas besoin de nous pour être défendu. Hein. D'abord, il se défend très très bien tout seul. Et pour être encore plus fort, le gros, il se regroupe avec ses camarades au sein d'une association qui s'appelle le F3P, qui regroupe les 7 plus gros cabinets d'audit. Ils ont embauché un secrétaire général qui est un garçon brillant en vue de faire du lobbying pour leur propre compte. Donc, ils n'ont pas besoin de l'institution pour faire avancer leur pion. Ils sont présents à Bruxelles, là où se décident beaucoup de choses, dans des tours entières. Ce sont les premiers lobbyistes, ces grands cabinets internationaux, bien plus puissants que les syndicats ou même que l'institution. Ils ont des moyens qui sont sans commune mesure avec ceux qu'on peut mettre en face. Donc, la vérité, c'est qu'il faut qu'on défende les petits cabinets. Pourquoi il faut qu'on défende les petits cabinets? Parce que le risque, si on ne veut pas avoir demain la profession ne plus être qu'une instance remplie de cabinets de taille importante et la disparition de l'exercice libéral auquel on est tous ici hyper attachés, parce que c'est ça qui fait la richesse de notre métier. C'est la possibilité de pouvoir l'exercer seul, en s'installant en association avec des amis, au sein d'un cabinet de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. On a une liberté dans le mode d'exercice de notre métier qui en fait l'un de ses principaux attraits. On peut travailler en cabinet, on peut travailler en entreprise, on peut travailler chez soi, on peut travailler comme on veut. Et pour ça, il faut être certain de défendre la possibilité pour les petits cabinets de le faire. Aujourd'hui, la politique conduite par le Conseil supérieur, elle va à l'encontre de ça. On s'est bagarré pour avoir une séparation entre l'audit et le conseil. C'est ce que essaye de faire l'ensemble des pays aujourd'hui parce que les risques systémiques deviennent trop importants. On a encore vu des exemples récents avec l'Angleterre. Quel est le résultat dans la loi Pacte? La Compagnie nationale nous fait passer un dispositif qui met fin à l'interdiction pour les commissaires aux comptes de faire du conseil. Donc on va revenir à l'époque antérieure à Enron. Que fait le Conseil supérieur? Rien. Il laisse passer et il dit je ne vais pas m'opposer au rebond des CAC. Comme si le rebond des CAC se faisait contre les experts comptables. On est tous experts comptables, les commissaires aux comptes. On est tous experts comptables et certains d'entre nous sont commissaires aux comptes. Privilégier les commissaires aux comptes au détriment de l'expertise comptable, c'est privilégier une partie du corps professionnel au détriment de l'ensemble des autres qui sont les plus petits. Donc on ne peut pas continuer sur cette voie-là. Il est indispensable que les petits cabinets soient défendus par l'institution parce que l'institution, son job, c'est d'aider tout le monde, y compris les plus petits. Alors, on a dit beaucoup de choses depuis le début de notre conversation. Vous avez d'abord milité pour une vision beaucoup plus décentralisée de l'institution, une vision girondine. Vous militez pour une réforme de cette institution qui donnerait notamment une place à ce que vous appelez, je crois, le Conseil des présidents, c'est-à-dire l'institution qui regroupe les présidents de région. Vous souhaitez que ces régions aient davantage de moyens parce que c'est là qu'on peut peser
sur les acteurs de l'économie, on peut s'exprimer au plus près des besoins des confrères aussi. Vous souhaitez un Conseil sup qui soit aux côtés de ceux qui pratiquent la profession à l'échelle humaine, j'allais dire, et vous voulez aussi un Conseil sup qui veuille que cette profession soit respectée. Je me suis un tout petit peu renseigné quand même. Le CSO est inscrit comme représentant d'intérêt auprès de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le CSO fait du lobbying aussi, visiblement. Et puis, j'allais vous poser une question, peut-être à vous, Lionel. L'institution est très, très importante en termes de moyens, en termes de représentativité, au regard des effectifs qu'elle représente, 20 000 ou 21 000 experts comptables, je ne sais plus. Est-ce qualité, le président d'une telle institution est un personnage important, attendu? Mais ce qui est important, ce n'est pas que le président soit un personnage important. Ce qui est important, c'est les actes que fait le président au service de la profession. C'est ça qui est important. On n'est pas dans l'ego de dire « je vais avoir mon nom sur une plaque ». Ce qui est important, c'est la trace qu'on va laisser par les actes qu'on va faire. Il n'y a que ça qui doit compter. Chez ECF, notre leitmotiv, c'est d'abord les actes. Les paroles, ça s'envole. Donc, ce qui est important, c'est que le président puisse représenter la profession. Donc, première des choses de la représentation de la profession, c'est faire respecter la profession. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le lobbying de la profession. C'est souvent, on me demande, est-ce que j'ai le droit d'analyser des textes et de faire des propositions en tant que président de l'ordre? Moi, je dis que je n'ai pas le droit, j'ai le devoir de le faire. Donc, l'idée, c'est de porter des mesures. Qui mieux qu'un expert comptable et le président qui représente la profession, capable de faire des propositions pragmatiques concernant les TPE-PME dont nous sommes les experts? Personne. Donc, il faut qu'on joue ce rôle, qu'on prenne cette place. Et quand on est capable de prendre cette place, derrière, les médias viennent à nous, la profession avance, et il faut vraiment qu'on se batte sur ces sujets. Moi, je crois que c'est capital. Vous avez été auditionné à l'Assemblée nationale, vous avez eu ce genre d'action? Oui. Oui, parce que dans nos conseils régionaux, on a ça dans notre ADN. Donc, j'ai commencé à être auditionné la première fois à l'Assemblée nationale quand il y a eu la loi sur le droit à l'erreur, la loi qui avait été portée par Gérald Darmanin à l'époque, qui était le droit à l'erreur, la fameuse loi ESSOC. Donc, j'ai fait une consultation dans la profession. J'ai eu 200 remontées à peu près de consultations de pratiquement 1000 experts comptables. Hein. Donc 1000 experts comptables, c'est-à-dire 50% de la profession de PACA a répondu à un sondage sur quelles sont les mesures de simplification qui vous semblent efficaces, pragmatiques pour les entreprises. Donc on en a fait un condensé, on est allé à l'Assemblée nationale, on a proposé nos mesures auprès des députés, quelques-unes ont été reprises dans la loi, on a été voir les conseillers de ministres, donc on a fait le job. Qu'est-ce qui s'est passé au Conseil supérieur ? On a voulu me mettre en chambre de discipline parce qu'on a dit que ce n'était pas mon rôle en tant que président de région de faire ce job. Je suis désolé. Moi, mon rôle, c'est d'être utile aux experts comptables. S'il y a du vide parce que le national ne le fait pas, ben on le fait. C'est ce qu'on a fait pendant cette crise du Covid avec Laurent, Odile et Hubert. On a fait notre job. On a été élus pour faire notre job. On n'a pas été élus pour aller dans des restaurants, pour aller faire des cocktails. On a été élus pour être utile à la profession. Voilà. C'est ça qui est important. Le mandat de président, on est de passage. On est de passage, mais il faut qu'on fasse le job. Voilà, c'est ça qui est important, faire le job. Et si on fait le job, la question que vous posiez au début sur l'utilité des institutions, elle ne se pose plus, parce qu'on est utile. Alors, une question qui nous vient de Lille, je la lis telle que je la reçois. Des centaines d'antennes ont des experts comptables fantômes ou le franchiseur, le loueur de son diplôme, et tous les outils de la profession, y compris la prise en charge des sinistres par le contrat groupe, font le lit de la dégradation de l'image de la profession, y compris au niveau des honoraires. Ces confrères ne connaissent ni leurs collaborateurs ni leurs clients. Il en résulte que les professions hors de la nôtre, non réglementées, facturent mieux leurs conseils, etc. Alors donc, j'imagine qu'on attend de vous une réaction. Est-ce que ce serait le rôle d'une institution nationale de combattre ce genre d'agissement? Derrière la question, et puis après je laisserai Laurent aller plus loin puisque c'est un des sujets phares de son conseil régional. Derrière la question, il y a deux choses. Il y a la couverture d'exercice illégal et il y a l'exercice illégal. Notre vision, c'est que la couverture d'exercice illégal ou l'exercice illégal, combattre ça, ça ne peut pas venir du national. Ça ne peut venir que des régions. Le national doit mutualiser quand on a des gens qui sont sur plusieurs régions. Mais la connaissance vraiment du territoire, de ce qu'on appelle les illégaux ou
d'une plaie encore plus grande que les illégaux, ce sont les confrères qui font de la couverture d'exercice illégal. Ça doit venir des régions. Et on doit être impitoyable sur ces sujets. Laurent a mis en place un système extraordinaire à Paris, enfin, ou ses prédécesseurs, mais le conseil régional est très en pointe là-dessus. Et on travaille de concert, là aussi, les 4 conseils régionaux, sur l'exercice illégal, parce qu'on met les moyens en commun. On fait ce que ne fait pas le national. Mais Laurent va vous en parler mieux que moi, puisque c'est lui qui l'a développé. Ouais. Et absolument. En fait, là pour le coup, j'y suis pas pour grand-chose. C'est quelque chose qui a été fait dans la mandature précédente, à l'initiative au départ de Françoise Berton, puis après ça a été poursuivi par Julien Tocard et Stéphane Cohen. La lutte contre l'exercice illégal à Paris, c'est un gros budget. On a 3 personnes qui sont dédiées à ça. On a un ancien inspecteur de police qui fait des perquisitions chez les illégaux identifiés. On a créé un site internet qui permet aux confrères de nous donner des éléments de dénonciation. Et puis, on est excessivement vigilant parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur la couverture d'exercice illégal. Et la couverture d'exercice illégal, en fait, c'est que parfois, on a des illégaux qui veulent se régulariser. Et donc, ils essaient de contacter des jeunes inscrits qui viennent de démarrer, qui n'ont pas de clients, et qui leur demandent d'avoir une participation très faible dans le cabinet, une rémunération, et qui ne font pas grand-chose et qui couvrent en fait l'illégal. Donc, on les convoque, on les reçoit, on les poursuit. Bon, voilà, on a réussi, il y a quelques mois, à démanteler un réseau d'illégal qui a débouché sur du financement du terrorisme. Un vrai sujet aujourd'hui, c'est que souvent, l'exercice illégal, c'est le moyen d'entrer dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la drogue. Et aujourd'hui, les procureurs, les pouvoirs publics ont bien identifié, vous savez, c'est un peu l'histoire d'Al Capone qui est parti en prison pour fraude fiscale et non pas pour les meurtres qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, on s'est aperçu qu'ils prennent de plus en plus au sérieux l'exercice illégal de la comptabilité parce que c'est un moyen d'entrée. Et donc on a réussi à obtenir des condamnations à des peines de prison en partant à l'origine d'un dossier d'exercice illégal et de lutte contre l'exercice illégal. Donc voilà, il y a un gros travail, ça se fait pas en quelques mois, et donc ça fait maintenant 6-7 ans qu'on y consacre des moyens importants, et avec de plus en plus de reconnaissance par les pouvoirs publics, parce qu'il suffit pas simplement d'engager des poursuites, hein. Il faut derrière que le procureur considère qu'il y a effectivement un délit à poursuivre. Il faut ensuite que les condamnations soient lourdes, parce que sinon c'est pas dissuasif. On peut pas imaginer poursuivre tout le monde, hein. Si le gars il fait la compta de la tenue du gars à côté, vous voyez, donc on se concentre sur les gros dossiers et on essaie d'avoir des condamnations exemplaires, et on essaie de condamner les gens aussi à de la communication, à une annonce dans le journal pour que ça se sache que l'exercice illégal de la comptabilité, quand c'est fait dans des proportions importantes, c'est un vrai problème. Et ce type de fonctionnement, vous le dupliquez dans les autres régions? Oui. Alors nous, en Rhône-Alpes, on l'a de façon très importante. C'est vraiment notre fer de lance aussi, comme Paris. Ouais. En fait, j'avais fait une proposition que le service soit mutualisé, mais ça n'a pas été retenu par le Conseil sup. Donc on va attendre les prochaines élections pour que ça puisse être le cas dans toutes les régions de l'Île-de-France, et pas que dans l'Île-de-France. Oui, puis il y a un point sur lequel on devrait s'améliorer. Notre défaut, en fait, c'est qu'on fait le job sur l'exercice illégal, mais on ne communique pas assez, à mon goût, à la profession, les résultats. Moi, je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a à peu près 100 poursuites au tribunal tous les ans d'illégaux. Donc, on fait le job. Sur l'année 2019, on a eu 25 condamnations au tribunal d'illégaux. Donc, on fait le job, mais la profession ne le sait pas forcément. Donc, c'est là aussi, il faut qu'on s'améliore. Il y a le faire savoir et le savoir-être. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à faire savoir aussi ce qu'on fait. Hubert, sur cette question? Oui, non, mais on a aussi une commission qui travaille de façon importante. On avait hier justement la journée d'accueil des nouveaux stagiaires qui arrivent en première année de stage, et durant cette journée qui était une journée virtuelle, hein, qui durait 2 heures, on a eu le président de la commission des illégaux qui a fait son explication sur l'importance, parce que si vous voulez entre guillemets, découvrir des illégaux, c'est aussi de la responsabilité de tous les experts comptables. Parce que trop souvent, des experts comptables récupèrent des dossiers, voient que la compta a été faite et ne nous préviennent pas de la façon dont ça peut être fait.
Nous, on a mis en place avec la DRFIP notamment des séances d'information et régulièrement, on est avec des personnes de la DRFIP pour leur expliquer ce que c'est l'exercice illégal, quelles sont nos prérogatives. Et maintenant, on a de plus en plus de dossiers qui nous arrivent qui, lors de contrôles fiscaux, on met en évidence que la compta, parce que souvent l'illégal, c'est quoi? C'est une plaie pour la profession, c'est certain, mais c'est surtout une plaie pour l'économie. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un problème avec un illégal quand souvent l'entreprise a un problème fiscal ou un problème social gravissime. Ou pire, je dirais, lorsque, comme le disait Laurent, un problème de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les conséquences, elles sont évidemment importantes pour les experts comptables, mais je dirais que ce n'est même pas le problème. Le vrai problème de l'exercice illégal, c'est que c'est une plaie pour la société et pour ceux qui se sont fait duper par des gens qui ne sont pas experts comptables, qui souvent ne sont pas très compétents et qui souvent sont des voyous. Et c'est là où on a à communiquer positivement sur cette chasse à l'illégal, c'est qu'on rend un vrai service public en faisant cette chasse aux illégaux. Une question qui me vient, je ne sais pas d'où d'ailleurs, elle n'est pas signée. Que pensez-vous du rapprochement des instances nationales, Conseil sup et CNCC, dans des locaux porte de Vanves avec un secrétaire général commun? Tu es démasqué, Lionel. Non, c'est pas moi qui ai posé la question, mais en plus, je pense qu'on va... Comment il peut poser la question et être avec nous en direct. C'est comme on va saucissonner la réponse. Sur le fond, je pense qu'on est tous d'accord, et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos conseils régionaux, pour mutualiser les moyens entre la CNCC ou les CRCC, le Conseil sup et les conseils régionaux. Ça, il n'y a pas de débat. Maintenant, le débat qu'il va y avoir sur le futur, c'est... Avec l'ouverture, et Laurent en a parlé tout à l'heure, sur l'article 9 bis A qui est devenu article 21, 22, 23, enfin de la loi Pacte, sur la fin de la séparation de l'unité du Conseil. C'est-à-dire qu'on voit la consécration de l'ouverture de la guerre, de la concurrence entre les deux professions, les deux métiers d'une même profession, expert comptable et commissaire aux comptes. Et ça, nous, dans notre vision, dans notre ADN, ce n'est pas acceptable. On doit garder cette séparation. Donc avoir un secrétaire général commun qui doit défendre les deux, ça peut être compliqué, mais il va falloir en discuter. Et puis après, il y a l'autre problématique, et là, je vais laisser Laurent y répondre parce que c'est un de ses dadas aussi, c'est sur le fait d'avoir déménagé Porte de Vanves. Pour nous, c'est une aberration absolue. Mais voilà, Laurent, je te laisse compléter puisque tu as été un des précurseurs et un des spécialistes du sujet. Alors, qu'est-ce que vous avez contre la Porte de Vanves? Non. C'est mal exposé. Bon, déjà, l'environnement est pas top. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est mal desservi, c'est au bord du périph', coincé entre la gare routière et le périphérique. On est en haut d'un immeuble, alors qu'avant, on avait un immeuble à nous. On était dans le 7e arrondissement, on était dans un quartier qui était quand même pas mal, et on était propriétaire de cet immeuble. Aujourd'hui, pour le même prix, alors quand je dis pour le même prix, c'est pour le même décaissement. Parce qu'en termes de charges, je pense qu'il y a des experts comptables qui nous écoutent, ils savent faire la différence entre les charges financières et l'amortissement du capital. Mais donc là, pour le même décaissement, on est locataire alors qu'avant on était propriétaire. Et on nous explique qu'on a fait des économies parce que ça coûte un peu moins cher en termes de partage de locaux communs. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Je pense que même que c'en est une très mauvaise en vérité. On a signé en plus un bail pour 9 ans, on est parti sur une longue durée. À un moment donné où tout le monde s'interroge sur le télétravail et la remise en question des bureaux pour chacun. Donc bon, voilà, je crois qu'il y a eu une succession de problèmes dans cette affaire. Les travaux ont duré trop longtemps. Il nous a fallu 1 an pour prendre la décision de vendre l'immeuble de Cognac-Jet. Enfin bon, c'est une catastrophe. Voilà. Tout ça pour une... Alors pourquoi tout ça? Vous allez me dire, bon, mais les gars qui dirigent le Conseil sup ne sont pas des idiots, ils savent compter. Pourquoi tout ça? Pour une seule raison. Il fallait rapprocher l'ordre et la compagnie. Et la compagnie n'acceptait pas l'humiliation qui consistait à venir prendre des locaux au sein du conseil, au sein de Cognac-Jet. Donc il a fallu trouver des nouveaux locaux pour pouvoir faire une sorte de rapprochement à l'équilibre dans un terrain neutre. Vous voyez, que ce ne soit pas l'un qui vienne rejoindre l'autre. Et donc on a décidé de vendre l'immeuble Cognac-Jet et de prendre ensemble avec la compagnie des nouveaux locaux à Porte de Vanves. Voilà, donc pour des questions d'ego, en vérité, de susceptibilité des commissaires aux comptes par rapport aux experts comptables, on s'est lancé dans une opération financièrement désastreuse et qui appauvrit en vérité le Conseil supérieur de manière importante. Alors il est 18h54, donc on approche allègrement de la fin de notre rendez-vous et je vais vous soumettre à un exercice
qui est une véritable tuerie en termes de communication, mais tant pis pour vous. Je vais vous demander si vous en acceptez l'idée, si vous ne l'acceptez pas, c'est pareil, de résumer en 45 secondes maxi, c'est pour Laurent, ce que vous voudriez que celles et ceux qui nous écoutent retiennent de votre vision de ce que doit être un ordre ou ce que vous rêvez de mettre en place. On va peut-être commencer, tiens, par le Nord. Hubert, 45 secondes pour nous convaincre. L'ordre, c'est simplement une institution au service de ses adhérents et qui doit leur rendre service et leur donner les outils de réaliser leur activité professionnelle aujourd'hui et surtout d'anticiper les besoins de cette activité pour réussir le futur. Tout simplement. Laurent, 40 secondes. Voilà. Il gagne du temps. Si vous coupez vous-même votre micro, c'est l'autocensure. Il a mis le chrono. Bon, ça compte pas, là, les 10 secondes que je viens de perdre. Non, je pense qu'il faut revenir au texte. Ordonnance de 45, le conseil régional gère la profession. Voilà, ça c'est l'essentiel. Il faut redonner un peu d'autonomie financièrement à toutes les régions qui sont étranglées par le poids des cotisations du Conseil Sup. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau du Conseil Sup. Il faut rendre plus agile, moins mastodonte. Ça va être un gros job là pour Lionel quand il va arriver, j'espère, et je croise les doigts d'ici quelques mois. Mais il va falloir faire du Conseil supérieur, qui est une grosse machine, un Conseil national agile et réactif, proche des pouvoirs publics, à la pointe en termes de propositions et prêt à prendre position lorsque les dispositions qui sont prises sur le plan économique, fiscal, ne sont pas en phase avec les attentes des TPE et des PME. Voilà. Et au niveau des régions, avec un peu plus de sous et plus de coordination, je pense qu'on peut faire des merveilles. C'est ce qu'on a réussi à faire. Enfin, j'ai la prétention de le croire sur les 4 dernières années. Il y a une expression marseillaise qui dit « Laurent Benoudise, tu lui dis bonjour, il te dit le reste ». Odile Dubreuil, on va voir si alors moi, je voulais revenir sur l'attractivité de la profession parce que pour moi, c'est hyper important. Ça doit être aussi lié avec le numérique parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce qu'il faudrait retenir et ce que j'aimerais de l'institution future au niveau du national, c'est d'arriver à communiquer sur une image encore plus attractive au niveau national de notre profession et tout en développant un outil numérique qui soit un outil de la profession. Et là, je crois beaucoup à la future mandature en ce sens. Et donc, je vais laisser le dernier mot à Lionel Canesi. À vous. Oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà que la profession soit capable de se faire respecter, que la profession soit capable d'être à la hauteur de ce que les experts comptables rendent comme service à l'économie. C'est important. Il faut vraiment qu'on ait des actes dans les mandatures qui arrivent, qu'on soit capable de faire des propositions fortes sur l'économie. Et je vous donne rendez-vous demain pour la plénière avec Renaud Muselier où ECF, on va faire des propositions pragmatiques pour préparer la relance des entreprises. C'est ça qui est quelque chose qui est important, qui nous tient à cœur, l'expert comptable au cœur de l'économie. Moi, je veux que les institutions soient agiles, soient efficaces et soient proches des confrères. C'est ça qui est important. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive sur ces sujets à ce que notre institution soit agile et utile à la profession. Merci mille fois pour cet éclairage. Je rappelle que ce qu'on s'est dit sera revisionnable sur la page replay du congrès virtuel. Vous savez aussi qu'on a l'habitude de se quitter. Hubert nous lance un message qui ne laisse guère de place au doute, à moins que ce soit adressé à quelqu'un en particulier qui nous regarde. Ça, je ne sais pas. Je peux en faire 4 ou 5, si vous voulez, je peux en faire plein. Voilà. Vous savez qu'on a l'habitude... si Paris s'y met, alors allez-y du côté de Lyon. Je découvre cette touche, donc maintenant ça va. Oui, on a des invités surprises tous les soirs. C'est nos amis de Toi et moi qui nous invitent à découvrir ce soir comment Yves Montand et Simone Signoret nous ont regardé. Ça donne ça. Nous chanterons le temps des cerises et guerre chignal et merle moqueur seront tous en fête. Montand! Oui, Simone.
Dis bonjour aux experts comptables de France. Eh, salut camarades. Alors, vous allez nous faire la chansonnette. Autant arrête. Tiens-toi bien et fais un effort. Bon d'accord. Oh, chez Chibon, chez congrès virtuel, chez Chibon. N'en fais pas trop non plus. Hein. En tout cas, bravo les gars. Hein. Vous avez bien bossé pendant le confinement. Vous avez été très actifs. Vous en avez fait des heures. Hein. Vous n'avez pas seulement fait... 3 petites notes de musique. Ah non, alors là, c'était une symphonie. Hein. Qui du prêt garanti par l'État, qui du fonds de solidarité. Groupons-nous et demain l'international. Bon temps, calme-toi. En plus, il y a eu des décisions de prise, hein, et vous n'avez pas forcément attendu que ça vienne de Paris. À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des chemins. Ça fleurit pas qu'à Paris, ça fleurit aussi en région. C'est la décentralisation. Au niveau de la décentralisation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Montant, tu peux la mettre en sourdine un peu là? Maintenant, il faut défendre la profession, il faut être force de proposition, faut aller voir les élus. À bicyclette, il y avait Odile, il y avait Laurent, il y avait Hubert et Lionel. Et alors Et puis Paulette. Et alors tous ensemble. Et demain, l'international. Montant, tu veux pas la fermer un peu ta gueule? C'est du sérieux là. On est sur l'article 31 de l'ordonnance de 45, juste après la guerre. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh non, mais là tu casses l'ambiance. Hein. Allez, ciao, ciao, ciao. Oh bella ciao, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un dernier conseil. Valorisez votre image. Eh oui, c'est important, il faut qu'on vous aime. I want to be loved by you, just you. Hey, poupou pidou. Hey. Ah non, pas elle, hein. Ils sont excellents, je trouve. C'est Toi et moi, ils sont super. Et ils seront là encore demain. Demain, le programme, Lionel Canesi, vous l'avez dit, répétez un petit peu. On reçoit Renaud Muselier. C'est ça. Des régions de France. C'est ça, on reçoit Renaud Muselier avec Jean-Luc Flabeau, qui est à la fois le président de la région Provence-Côte d'Azur et aussi le président des régions de France. Donc l'objectif, ça va être de montrer est-ce que l'expert comptable est au cœur de l'économie et quelle est la vision d'un haut responsable politique de notre pays de ce sujet. Et puis pour rebondir sur la petite scénette qu'on vient de voir, où à la fin on nous dit qu'il faut qu'on se fasse aimer quelque part, avec Jean-Luc Flabeau, on a une ambition, et toute l'équipe qui est autour de nous, c'est que l'ensemble des experts comptables retrouvent la fierté d'être expert comptable. Je crois que c'est quelque chose qui est très important pour notre profession, qu'on soit tous fiers du métier et du magnifique métier qu'on pratique. Merci à vous quatre. Merci beaucoup, Odile, d'avoir résisté à ces gens, à ces hommes qui parlent beaucoup. Oh non, mais ils ne me faisaient pas peur, ils sont adorables. J'imagine bien. À très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir.